Madame Tanzani, bonjour. Tamzali. Tamzali. Tamzali, bonjour. On m'a dit que vous étiez une femme référente dans la défense des droits de la femme en Algérie. On peut dire ça, d'abord compte tenu de mon âge, oui, puisque les mouvements féministes algériens ont commencé à émerger dans les années 70, à s'organiser, parce que la mobilisation des femmes, on peut dire qu'elle a eu lieu immédiatement en 62, à l'indépendance, pour obtenir des lois conformes aux attentes des femmes. Voilà, et à l'époque, si vous voulez. Et on parlait de révolution socialiste, et les femmes donc souhaitaient se voir reconnaître le droit à la liberté, à l'égalité au sein de la société algérienne. Qu'est-ce que c'est cette liberté au sein de la société algérienne? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est le droit de vote? C'est le... Non. Comment vous définissez ça? Le droit de vote, la liberté, c'est un principe, disons, qui dépasse de beaucoup l'acte de voter, ou que je dirais être le droit à la participation. Le droit de voter, c'est avoir le droit à la participation. Le droit économique, c'est le droit à plus ou moins l'autonomie, voyez-vous. Le droit au savoir, c'est pouvoir acquérir cette autonomie. Mais le droit à la liberté, c'est tous ces droits ensemble et quelque chose de plus encore. C'est-à-dire d'être reconnu au sein d'une société comme un sujet libre de droit, capable de produire le droit qui l'intéresse. C'est-à-dire que je suis libre dans la mesure où je peux décider de mes choix et de mon destin. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement résumer par être femme et qu'il n'y ait pas forcément de... Non, parce que être femme, justement, ça ne veut absolument rien dire. Parce que... Je ne sais pas si pour les hommes ça veut dire quelque chose. Être femme, ça nous renvoie à l'essentialisme. Ça nous renvoie à une différence biologique sur lesquelles on a construit un être, un sujet, qui, sans lui demander son avis, on l'a construit par rapport aux désirs et aux besoins de la société, de la communauté, par rapport à la maternité, par rapport à la guerre, par rapport au nationalisme, par rapport à un tas de raisons qui font que, mais un peu comme les hommes aussi, mais sur les femmes pesait beaucoup plus d'exigences que sur les hommes, à cause de la maternité justement. Alors moi, cette notion de être, pour moi, c'est être humain, c'est-à-dire que on va gommer les différences de façon à ce que chacun puisse vivre. Non, les femmes sont des êtres humains. Voilà, mais ce sont des êtres humains à qui on n'a pas encore reconnu le droit d'être sujet de droit, c'est-à-dire de décider de leur destin. On n'a pas encore reconnu qu'elles étaient égales à un autre être qui se trouve dans la société et qui s'appelle homme. Donc c'est ça, la condition des femmes. La condition des femmes, c'est depuis à peu près depuis tout le temps une lutte pour exister en tant qu'individu. Alors là, nous sommes au sortir du congrès international de la paix au féminin, ce qui est quand même pas rien en Algérie. Quel ressentiment vous avez après ces quelques jours de concertation? Voyez-vous, parler de la paix au féminin en Algérie, si vous voulez qu'on parle que de l'Algérie, ça voudrait dire d'abord qu'il faudrait faire la paix avec les femmes algériennes avant de parler de la paix du pays. Et que faire la paix avec les femmes algériennes, c'est reconnaître leur droit à l'égalité et à la liberté. Après, évidemment, faire en sorte que ça ne soit pas vécu comme un sujet de discorde. Et que faire influencer assez à travers l'éducation, à travers les médias, à travers la politique, pour que les hommes ne sentent pas qu'on leur enlève le droit sur les femmes et qu'ils se sentent privés de tout pouvoir dans la société. On pourrait peut-être, en échange de cette égalité, leur donner des droits sur la cité. Or, ils n'ont pas de droits sur la cité. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer en tant que citoyens. Donc, la condition des femmes est très liée à
la condition des citoyens dans le pays concerné. Si vous donnez aux citoyens le droit de s'exprimer, de s'occuper de la cité, peut-être qu'il aura moins d'intérêt à garder tout le pouvoir sur les femmes, comme ça se passe aujourd'hui. Alors, le monde politique était très fortement représenté pendant ce congrès. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont tiré un enseignement? Le monde politique, enfin, il y avait le préfet. À l'inauguration, oui. Oui, c'est ça. Ils étaient quand même présents pour un congrès qui était sur la paix. Est-ce que vous pensez qu'ils aient été impressionnés ou qu'ils aient eu un enseignement à tirer dans leur prochaine... Je ne sais pas. Je pense que le préfet, après l'inauguration, il est parti. Donc déjà, je ne sais pas s'il nous a entendus. Moi, j'ai dirigé 2 ateliers importants. Et je n'ai pas vu d'autorité à cet atelier. D'accord. Donc selon vous, il n'y aura pas d'impact direct? Je ne sais pas. Non, c'est la question que je vous pose. Moi, je sais pas. Le fait d'avoir accepté... c'est important déjà, le fait d'avoir accepté. C'est important parce que en Algérie, il y a un vrai combat, une vraie lutte entre un islam d'importation et une tradition maraboutique ancienne en Algérie. Et nous savons que le pouvoir favorise le renforcement de ces zaouïas, de ces tarikas, parce et le pouvoir espère faire échec au salafisme, au wahhabisme, à travers le renforcement d'une religion qui est plus proche des traditions maghrébines et des traditions algériennes, qui est le maraboutisme. Sachant que dans le soufisme, il y a quand même un respect de la femme qui est quand même présent, peut-être plus que dans d'autres types de religions. Et vous savez, le soufisme est vécu comme ça, et je trouve c'est bien, ça me plaît. Mais le soufisme, au départ, c'est pas ça. Hein. C'est l'incandescence du message, c'est l'ivresse du message. C'est une forme subtile de la religion quand même, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de... C'est pour certains la punition du corps au profit de l'esprit. Bon, c'est une mystique, le soufi, le vrai soufi, c'est une mystique. Après, son implantation dans la société maghrébine agraire a pris des colorations différentes. C'est rassemblement identitaire autour d'une religion qui est plus adaptée, plus introduite dans les traditions locales. Mais le départ du soufisme, c'est quelque chose de différent. Et est-ce que vous avez une notion peut-être un petit peu plus large? Est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène de paix est fortement teinté de religion? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager sans passer par le biais de la religion? Est-ce que la paix peut être laïque, par exemple? Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est quand on vit dans le respect de l'autre. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans aux Nations Unies, et c'était un thème des Nations Unies. On a toujours parlé de la paix. On n'a jamais fait la paix, mais on a toujours parlé de la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est ce que nous désirons faire. Mais en même temps, la paix, par exemple, comment voulez-vous faire la paix entre Israël et Palestine? C'est sûrement pas par la religion. C'est la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Comment voulez-vous faire la paix dans une société où les femmes subissent comme première violence la violence symbolique de la loi qui ne leur reconnaît pas leur dignité et leur liberté? Ah oui, vous pouvez faire la paix en leur demandant de se taire. On peut dire que du temps de ma grand-mère, il y avait la paix des ménages, parce qu'elle était très heureuse d'être le complément de mon grand-père. Mais aujourd'hui, les jeunes femmes ne veulent plus être le complément de quelqu'un. Est-ce qu'on va utiliser la religion pour leur faire admettre qu'elles restent les compléments de quelque chose? Parce que la religion ne parle pas de l'égalité. La religion parle de l'âme, parle de la féminité, parle du féminin. Mais les femmes d'aujourd'hui, même si elles sont croyantes, même si elles sont pratiquantes, elles ont une autre vision de la religion. D'abord, il faut leur donner leurs droits, si vous voulez la paix. Donc c'est dans le second temps. Le premier temps, c'est la reconnaissance
Déjà, on va dire... Vous savez, les religions ont servi à civiliser les barbares. C'est exactement comme ça qu'on disait quand on parlait de l'expansion de la religion en Europe, qui a civilisé les barbares francs. Hein. D'ailleurs, Charlemagne, qui va construire le premier empire, se met sous la coupe de la religion, puisqu'il va construire un empire chrétien d'Occident. Voilà. Donc, la religion est faite pour civiliser les barbares, pour amener les barbares à une vision de paix, justement, mais d'harmonie de tous les êtres humains qui sont de cette religion, voyez-vous. Or, quand vous voyez les effets aujourd'hui, la manière dont on traduit l'islam, on peut dire que l'islam n'a pas joué ce rôle. Et on peut même d'ailleurs se demander si, considérant seulement la question des femmes, ceux qu'on appelle musulmans sont vraiment des musulmans. Quand vous dites que à votre travail d'UNESCO depuis 25 ans, les résultats ont été plutôt moyens, voire décevants, qu'est-ce que vous préconisez pour que ces résultats soient plus concrets ou les faire avancer? Est-ce qu'il y a, selon vous, des méthodes? Moi, je pense que ça dépend, chaque problème est particulier. Le problème des femmes dans tous les pays arabes, sauf la Tunisie, il faut absolument la reconnaissance solennelle de l'égalité, de la liberté des femmes arabes.